Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo proposée par le site easyshaman.com. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Sans plus tarder, voici notre sujet du jour. Allez, on y va. On a tous cette impression, non? Cette certitude que quand on parle, eh bien, c'est nous qui sommes aux commandes. C'est nous qui choisissons chaque mot. Mais, et si tout ça, cette certitude si profonde n'était en fait qu'une formidable illusion? Si la personne qui pilote vraiment nos paroles se cachait quelque part, bien plus profondément en nous? C'est la question un peu vertigineuse qu'on va explorer ensemble. Imaginez un peu la scène. Un dîner super important, un entretien pour le job de vos rêves. Bref, un moment où il ne faut pas se planter. Tout se passe à merveille. Et là, d'un coup, au lieu de sortir un magnifique « Je suis ravi de vous rencontrer », votre bouche décide de lancer un « Je suis ravi de vous manger ». Oups, gros blanc. C'est le fameux lapsus, ce moment un peu gênant où nos paroles nous trahissent et révèlent autre chose. Évidemment, notre conscience, elle, se dépêche de corriger le tir, de s'excuser platement. Mais la question, elle, reste en suspens. Si ce n'est pas le moi conscient qui a voulu dire ça, alors qui d'autre? Qui est ce metteur en scène un peu farceur dans les coulisses de notre esprit qui a laissé passer cette réplique? Pour trouver un début de réponse, il faut aller voir du côté des neurosciences. Et là, dans les années 80, il y a un chercheur, Benjamin Libet, qui a mené des expériences qui ont, tout changé dans notre façon de voir la prise de décision. Alors ce que Libet a découvert, c'est assez dingue. Il a demandé à des volontaires de faire un geste tout simple, bouger le poignet, quand ils en avaient envie. Dans notre tête, la logique, c'est d'abord je décide de bouger, et ensuite mon cerveau envoie l'ordre. Logique, non? Sauf que, regardez bien la chronologie. L'activité du cerveau, ce qu'on appelle le potentiel de préparation, elle démarre 350 millisecondes avant que la personne ait l'impression de prendre la décision. Autrement dit, le cerveau a déjà mis le contact et démarré, alors que notre conscience est encore persuadée d'être au volant, en train de choisir la destination. Et attention, ça devient encore plus fou. Des études beaucoup plus récentes, avec des IRM, montrent qu'on peut prédire une décision toute bête, genre appuyer sur un bouton à gauche ou à droite, jusqu'à 7 secondes avant que la personne elle-même sache ce qu'elle va faire. 7 secondes, c'est une éternité pour le cerveau. C'est un peu comme si votre GPS connaissait l'adresse d'arrivée avant même que vous ayez eu l'idée de sortir de chez vous. Bon, face à ce constat un peu déstabilisant, Libet a quand même essayé de sauver les meubles, de sauver une petite part de notre libre arbitre. Son idée, c'est que si on ne peut pas initier l'action, peut-être qu'on peut au moins l'arrêter. C'est le fameux concept du droit de veto. Et la différence, elle est énorme. Le libre arbitre, ce serait être le scénariste, celui qui écrit toute l'histoire de A à Z. Le libre veto, en revanche, c'est plutôt être le censeur, celui qui, juste avant que l'action ne se produise, a le pouvoir de dire « stop, ça, on coupe ». Notre rôle ne serait donc pas d'écrire le script, mais de valider ou d'annuler ce que notre inconscient a déjà mis sur la table. C'est une vision un peu moins glorieuse, c'est sûr, mais ça laisse quand même une place pour la conscience. Allez, passons à une autre idée qui est tout aussi fascinante. Si notre conscience n'est pas le grand patron, alors à quoi sert-elle? Eh bien, imaginez-la un peu comme le service de communication ou de relations publiques de notre cerveau. Un spin docteur interne dont le boulot, en fait, c'est de justifier toutes les décisions après coup. Pour bien comprendre, il y a la métaphore du restaurant, elle est parfaite. L'inconscient, c'est la cuisine. Une cuisine de chef étoilé, ultra rapide, qui prépare des plats incroyablement complexes, nos pensées, nos phrases, à une vitesse folle. La conscience, elle, c'est le serveur. Le serveur, il ne connaît pas la recette, il n'a pas passé des heures au fourneau. Lui, il prend juste le plat qui sort de la cuisine, l'amène à table avec un grand sourire et dit « Voilà ce que j'ai préparé pour vous ». Il présente le résultat final comme s'il en était le créateur. Et ce service de com, la psychologie cognitive lui a même donné un nom, on l'appelle l'interprète. C'est une partie de notre cerveau dont la seule et unique mission est de créer une histoire qui se tient, une narration cohérente. L'interprète, il déteste le vide, il déteste le « je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ». Du coup, même si on fait un choix complètement au pif, il va immédiatement inventer une super raison pour qu'on ait toujours l'impression d'être une personne logique et rationnelle. Donc, le point essentiel, il est là. L'expérience qu'on a de notre conscience, ce n'est pas celle du pilote aux commandes de l'avion. C'est plutôt celle du commentateur sportif qui raconte et justifie le match une fois que l'action a déjà eu lieu. On se raconte notre propre vie en direct. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, le fameux lapsus. Le lapsus, c'est ce moment un peu magique où tout ce beau système déraille. Le serveur, notre service de com, est distrait une petite seconde et hop, un plat sort tout droit de la cuisine de l'inconscient et arrive sur la table sans aucun filtre. D'ailleurs, cette phrase qu'on dit presque tous après un lapsus, « Ah non, mais ce n'est pas moi qui ai dit ça », elle est très révélatrice.
Elle montre bien cette espèce de division à l'intérieur de nous. Si ce n'est pas moi, le narrateur, qui a parlé, alors qui est cet autre? Le lapsus est comme une petite fenêtre qui s'ouvre sur toutes les voix qui chantent, parfois en même temps, dans notre esprit. Mais attention, surtout ne voyons pas l'inconscient comme une sorte d'ennemi intérieur ou de saboteur. En réalité, c'est une source de créativité et d'idées de génie absolument phénoménale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette expression « la nuit porte conseil ». L'histoire des sciences est pleine d'exemples comme ça. Le chimiste Kekulé, qui galérait sur la structure du benzène et qui trouve la solution en rêvant d'un serpent qui se mord la queue. Ou le mathématicien Henri Poincaré, qui a une illumination soudaine en montant dans un bus sans même y penser. Le point commun, aucun d'eux n'a décidé de trouver la solution à ce moment-là. Ils ont laissé leur inconscient bosser en arrière-plan et la solution a jailli, comme ça, d'un coup. Il faut donc vraiment voir l'inconscient non pas comme un adversaire, mais plutôt comme un super ordinateur, une usine à idées qui tourne à plein régime, 24 heures sur 24, pendant que notre petit écran de conscience, lui, est parfois en pause. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on vit avec cette idée qu'on n'est pas entièrement le capitaine de notre propre navire? En fait, ça nous force à repenser complètement notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Ça change surtout notre vision de la responsabilité. On pourrait passer d'une éthique de l'intention, où on se sent coupable pour des pensées qu'au fond, on ne contrôle pas, à une éthique de l'action. L'idée, c'est que l'impulsion qui nous traverse, elle n'est peut-être pas de notre ressort. Par contre, ce qu'on en fait, les mots qui sortent vraiment de notre bouche, les gestes qu'on pose, ça, c'est notre responsabilité à 100%. C'est un peu se dire « Ok, cette pensée qui a surgi, ce n'était pas un choix. Mais cette parole que j'ai prononcée, ça l'est. Et ça, je dois l'assumer. » Finalement, si on devait retenir quelques points, ce serait peut-être cela. D'abord, une bonne dose d'humilité, accepter qu'on est en partie en mystère pour soi-même. Ensuite, une nouvelle forme de responsabilité qui est vraiment centrée sur nos actes. Et puis enfin, une invitation à faire un peu plus confiance à cette machine formidable qu'est notre intuition, notre inconscient. Alors, qui parle quand on parle? Probablement une chorale un peu chaotique, des automatismes, des processus neuronaux, des désirs cachés. On n'est pas le pilote solitaire, on est plutôt l'histoire qu'on se raconte en permanence pour donner un sens à tout ce bruit. Le voyage à bord de soi-même est peut-être en mode pilote automatique, c'est vrai, mais il faut quand même avouer que la vue depuis le siège passager, elle est absolument spectaculaire. Et c'est peut-être ça, le plus beau cadeau de la conscience, être le témoin émerveillé de la complexité incroyable qui nous constitue. Avant de partir, un petit pouce levé et un abonnement sont le meilleur moyen de soutenir mon travail. Merci pour votre fidélité. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me retrouver sur le site easyshaman.com. À très bientôt.